Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Rémi Rouellard-Comte, le cofondateur d'une super startup qui s'appelle Smash. Pour faire simple, Smash c'est une super alternative made in France à WeTransfer. Super alternative parce que on est illimité en termes de poids, on propose la privatisation des fichiers, un certain nombre de fonctionnalités qui font qu'on a un peu plus de 9 millions d'utilisateurs maintenant dans le monde. Donc ça grandit et c'est grâce à vous, vous les smashers qui envoyez des fichiers à travers Smash, qui faites de la viralité et qui permettent à Smash de grossir tous les jours. Je suis très content de pouvoir vous faire découvrir pendant 45 minutes le parcours incroyable de Gaspard Hafner, donc, qui est le cofondateur de Mail. Gaspard, tu me confiais quand on préparait la conférence que tu es entrepreneur depuis 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire et par quoi tu as commencé ? Juste la prochaine fois, c'est moi qui t'interviewe parce que ton produit est vraiment top. Alors en 2 mots, moi j'ai commencé très jeune, effectivement, si je dois me résumer en 3 mots. Un amoureux de l'entrepreneuriat, un passionné, un autodidacte et un créatif. Et j'ai découvert en fait Internet très jeune, un petit peu comme beaucoup de monde ici, j'imagine, dans les années 2000, vers 13 ans, où j'ai découvert cet espace de créativité qui était incroyable, avec un champ des possibles qui était illimité. Et j'ai découvert qu'on pouvait monter des business depuis son garage, à distance, solo. Et donc je me mets à apprendre effectivement à créer des sites, à créer des sites de jeux, des outils pour webmaster, ça s'appelait comme ça à l'époque, si certains s'en souviennent. À 13 ans, je suis là pour apprendre, donc je crée différents business. À 18, j'officialise un petit peu en montant une petite agence de création de sites. Je prends un pote que je mets commercial, on essaie de vendre des sites, en fait on n'en vend pas du tout, on n'y arrive pas. Mais on apprend, parce que le niveau de connaissance à 18 ans, il est très, très faible, et on est là pour apprendre. Voilà, je fais ça pendant quelques temps. Je loupe le bac 2 fois parce que je m'associe avec un pote, rebelote, avec qui on crée des business en ligne. On essaie différentes choses, rien ne marche vraiment. Le but d'un entrepreneur, c'est d'échouer un certain nombre de fois. Et on crée des sites de jeux là encore, un site de rencontre par géolocalisation, qui était une belle leçon entrepreneuriale. C'était avant l'arrivée des iPhones, avant l'arrivée de Google Maps. C'était dans les années, c'était 2005 je crois. Au tout début de Google Earth. Et notre produit, c'était, tu ouvrais un fichier Google Earth et tu avais autour de toi sur la map des pins, des personnes qui souhaitaient rencontrer des gens. Et en gros, c'était une belle leçon entrepreneuriale parce que on s'en est rendu compte, c'était Tinder 10 ans trop tôt. Okay. Et donc la leçon, c'est que tu peux avoir une bonne idée, mais pas au bon moment. Et surtout, il faut savoir persévérer, être patient et un peu visionnaire, et on ne l'a pas du tout été. Ouais, incroyable. C'est souvent le cas, d'ailleurs, les entrepreneurs ont souvent plusieurs échecs au début. Mais je crois qu'il y a une année qui a marqué un tournant pour toi, c'est 2015. C'est l'année où tu retrouves un de tes amis d'enfance avec lequel tu vas t'associer. Déjà, qu'est-ce que ça fait de s'associer avec un ami et qu'avez-vous fait derrière pendant les 5 années qui suivent ? Alors, je retrouve effectivement Pierre, on est amis d'enfance. Lui est dans une agence de pub mobile sur Paris. Moi, j'ai monté après ça une agence digitale à Lyon que j'ai gardé 10 ans. Je suis dans cette agence. On aime tous les deux créer, donc on s'associe, on se met à créer des side projects pour se marrer. Okay. Encore des business en ligne, il n'y en a pas un qui marche. Et là, très vite, tu jettes et tu recrées à chaque fois ? Ouais, très très vite. Sans insister à chaque fois. Ça dure 2 mois, on sent tout de suite si on a été visionnaire, et on ne l'est pas. Du coup, voilà, on essaye des choses et en fait, on décide de rester chacun dans notre boîte, lui à Paris, moi à Lyon. D'accord, donc la prise de risque n'était pas totale à chaque fois. Absolument. Ouais. On avait besoin de vivre, donc on est resté dans nos deux boîtes. Ok, et ça pendant plusieurs années, donc vous faites comme ça, vous continuez. Toi, côté agence, ça fonctionne, ça tourne ou... Non, moi en fait, au bout d'un moment, je suis épuisé par le modèle agence. Le modèle agence, c'est beaucoup d'efforts pour finalement, moi je l'ai ressenti comme ça, très peu de résultats. Pierre, lui, un peu au bout de quelques années de son agence, dans son agence de pub.
Et bon, on essaie des choses. Là, nous vient l'idée de Mime. Et puis moi, après tous ces échecs, je me dis, c'est le last one, c'est le dernier. Ouais, c'est ça, c'est 2018, c'est un moment où tu es un peu au bout. Ouais, c'est ça, ce que tu me disais, 2018, dernier projet. Après, moi, j'arrête tout. J'ai eu pas mal d'expérience qui me permettra sûrement de trouver un CDI dans une boîte comme Dircom ou je sais pas. Moi, je me dis, dernier projet, stop. Et en fait, le fait de me dire ça, cette décision que je prends un peu à contre-cœur parce que j'aurais été sûrement malheureux. Le fait est que j'ai jamais été salarié. J'aurais sûrement perdu quelque chose. Et ça nous donne un mental en fait colossal. Et pendant 3 mois, jour et nuit, on développe Mime, fin 2018, avec une force colossale. On lance ça sans vraiment savoir si ça allait marcher, comme d'hab. Et ça cartonne. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est Mime? C'est-à-dire, tu te dis, tu es là, tu es en agence. 2015, tu retrouves Pierre, vous créez des side projects. Là, que des échecs, vous balancez très vite, vous voyez ça marche, vous balancez. Et là, 2018, tu es un peu au bout de tes side projects, tu te dis fini entrepreneuriat, et là, tu as une idée, tu te dis allez, je la tente une dernière fois, j'y vais à fond. Et du coup, cette idée, c'est Mime, et du coup, qu'est-ce que c'est? Alors Mime, c'est une plateforme sociale, c'est pas grave. Plateforme sociale qu'on a pensée pour les créateurs de contenu, pour leur permettre en fait de vivre de leur talent avec des revenus pérennes. Et en fait, on a cette idée parce qu'on fait un constat, c'est que le modèle de rémunération des créateurs de contenu en ligne est injuste et pour 2 raisons. La première raison, c'est que toutes les plateformes sociales, tous les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, captent 95% de la valeur sans faire un seul contenu et reversent quelques miettes aux créateurs de contenu. Et la deuxième raison, c'est que le modèle de rémunération de ces créateurs, qui est le partenariat avec des marques, il a rompu la confiance avec les communautés. Parce que on se rend bien compte que les influenceurs, ils vivent grâce à le partenariat d'une montre, mais en fait qu'ils n'aiment pas forcément, mais ils sont payés pour. Et donc on a rompu la confiance parce que les contenus ont perdu de leur authenticité. Ouais, ils sont pas en adéquation avec leurs revenus au final, parce qu'ils font de la pub sur des choses forcément. Voilà. Donc nous, un créateur de contenu, ça va être un coach sportif, ça va être un DJ, ça va être un influenceur, parfois même une célébrité. Et donc on leur propose une vraie valeur, on leur propose de partager la valeur, en fait, ce que font pas les autres plateformes. Ok. Et du coup, c'est quand même fort de prendre. Tu as ce constat, il y a quand même un marché qui est déjà bien établi en termes de réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même des gros acteurs, Instagram, Facebook, etc. Et de se dire, bah, tiens, je vais monter un side, parce que c'est un side project, au début c'est le dernier, mais c'est un side project, en disant je vais créer un réseau social, parce que c'est un réseau social. Je trouve ça hyper courageux parce que c'est déjà ultra présent, donc il faut que tu sois quand même fort de ton constat. Je sais pas si d'ailleurs tu avais pas des bêta-testeurs, mais des gens qui t'incitaient à te pousser ou qui ont pu confirmer très vite, très rapidement, entre guillemets, ton analyse de marché, que les créateurs de contenu, effectivement, ceux qui produisaient, touchaient pas les revenus, parce qu'au final, comme tu le dis assez simplement, c'est eux les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, comment se passent tes débuts, et puis comment tu arrives à tester très vite ton idée, et comment vous arrivez à développer votre MVP? Peut-être je te fais une rapide explication sur comment marche le produit. Oui. Comme ça, tu comprendras mieux. En gros, le plus important pour nous, c'est le profil des créateurs. Il faut le voir un peu, ça ressemble un peu comme à Insta, on va pas se mentir. Donc la grosse différence, c'est que tu as des contenus qui sont gratuits et payants. Okay. Tu as certains contenus qui sont gratuits, qui sont là pour teaser, pour faire de la pédagogie, pour montrer ce qu'on va trouver derrière. Et tu as les contenus payants qui sont réservés aux abonnés. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau d'engagement, ce sont les abonnements. Et en fait, on est allé plus loin, on a créé un second niveau d'engagement, c'est ce qu'on appelle un peu les contenus personnalisés, contenus en pay-per-view, en fait. Okay. Et donc, ça va être des contenus qui seront gratuits ou payants, qui seront proposés par le créateur, et qui, par exemple, ce sera un live, un concert d'un DJ en live, avec un ticket d'entrée qui sera gratuit ou payant. Ça peut être une dédicace que tu vas demander à Jean-Claude Van Damme, ça peut être un cours de yoga, ça peut être une formation. Ça, c'est le deuxième niveau d'engagement. Et donc, en fait, là où vraiment ça a fonctionné tout de suite, c'est que les gens, les créateurs de contenu ont vu qu'ils pouvaient gagner vite de l'argent chez nous, qu'on partageait la valeur. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont fait
que de mimes leur source de revenus principale. Et donc, pour répondre à ta question, comment on a fait pour embarquer les premiers, c'était ça ta question. Oui. En fait, on a pensé notre produit avant tout pour les créateurs de contenu et pas pour les utilisateurs, ce qui se fait normalement. Tu vois, et ça change tout parce qu'on a fait que le produit mime soit bankable pour eux. Du coup, si tu veux, ça, d'ailleurs, c'est une de mes leçons que je tirerais de Zero to One, comment gagner sa vie au premier jour. C'est qu'en fait, on a pensé le produit avec les créateurs de contenu et on a fait en sorte qu'il soit bankable et que ce soit un vrai outil de pilotage. Tu veux. Chez nous, il y a des outils de pilotage, des outils marketing. Par exemple, si tu prends la rubrique stats d'Insta, tout le monde la connaît, elle est très pauvre. Oui. Tu vois, chez nous, tu as des outils de pilotage, tu as des outils marketing. Un créateur peut faire des bons de réduction, peut envoyer ce qu'on appelle des pushs, qui sont des espèces de newsletters en segmentant la cible. Tu vois, c'est vraiment un outil marketing qu'on lui propose. Ouais, très fort. Du coup, pendant la première année, vous faites un choix, ce que tu m'as expliqué, je trouve assez fort, c'est vous externalisez tout. Ça vous est que deux. C'est pourquoi ce choix-là, et parce que la manière courante veut prendre des stagiaires, après on fait nos premières embauches, etc. Le choix d'externaliser comme ça tout de suite d'entrée de jeu, pourquoi ce choix-là et quel intérêt? En fait, avec Pierre, notre première réflexion, ça a été de nous dire on veut garder notre liberté de ne pas manager. Tu vois, on pensait que c'était une liberté. Et en fait, Pierre a un profil business. Moi, j'avais, par mon expérience que je t'ai expliqué rapidement, un profil tech. Et du coup, en fait, on aurait pu rester longtemps comme ça. Le reste, tous les postes non clés, j'allais dire, on les a externalisés pendant les 2 premières années. Il faut se rendre compte qu'on est resté quand même 2 ans ensemble, tous les deux. Face à face. Face à face. On s'aimait bien et ça allait. Donc. Mais on avait un produit qui était fait homemade, tu vois, avec certainement des failles, certainement plein de problématiques, mais qui avait quand même le mérite de faire 30 millions. D'accord. Tu vois, c'est vrai que j'ai pas cité quelques stats, mais on a 9 millions d'utilisateurs aujourd'hui, 350 000 créateurs de contenu, 10% actifs à peu près. Et l'année dernière, on a reversé 40 millions d'euros aux créateurs de contenu. Ouais, énorme. Ouais, dès la première année, vous faites 3 millions, c'est ça? 3 millions la première année, 30 millions l'année suivante. C'était incroyable. Parce que c'est on ne croyait pas. Du coup, le business model pour vous, c'est de l'abonnement, comme tu disais, c'est le premier, après il y a du pay-per-use sur du contenu, mais en termes d'abonnement, vous reversez une partie, du coup, vous prenez une partie plutôt, et une grosse partie pour le créateur. En moyenne, on reverse 80% des revenus d'un créateur, on lui les reverse. Okay. Tu vois, quand je te disais on partage la valeur, c'est ça. Voilà, donc d'ailleurs pour une petite leçon que je retiens du coup pour finaliser sur ta question d'avant qui est importante, leçon 2 pour moi de Zero to One, ça a été effectivement de se dire dans la team fondatrice on a un tech et un business. Ça c'est une leçon pour gagner sa vie au premier jour pour moi. Ouais, pour être rentable. Ta deuxième question? Ma deuxième question, c'était notre chiffre d'affaires, effectivement. Par rapport à 3 millions, c'est assez impressionnant. Au bout d'un an, ta première année, faire 3 millions. Donc, certes, tu as un business model. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une forte viralité. C'est-à-dire que ça prend très, très fort. Après, j'imagine que les communautés, donc les fans ou ceux qui suivent un cuisinier ou ceux qui veulent avoir du contenu d'un coach sportif, aussi ont joué un rôle de précurseur auprès de leurs influenceurs pour qu'ils viennent sur Mime. En fait, ouais, tu disais, la première année, on a fait 3 millions, on n'y croyait pas. 30 millions la suivante, 60 millions l'année dernière. Cette année, on vise 100 millions. On vise 250 millions et 500 millions en 2024. Okay. Donc c'est énorme. Et en fait, on a mis en place... au départ, on allait voir les influenceurs, les personnes de télé-réalité. On allait les pitcher en one-to-one. On se fait bâcher par la plupart. Okay. Et certains qui arrivent à se dire « Ok, on va essayer », ils surperforment tout de suite. En fait, là, il y a une effet boule de neige qui prend, qui est énorme. Et puis avec Pierre, on a mis en place un élément sympa dès le premier jour, qui est un programme, ce qu'on appelle ambassadeur,
qui est basé en fait sur le système de l'affiliation. Et l'idée, la promesse, c'est de dire si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui peut être créateur de contenu chez nous, tu vas le faire venir s'inscrire et tu vas gagner 10% des revenus c'est énorme. de ce créateur à vie sans impacter ses revenus. Et en fait, c'est là où notre effet boule de neige prend. Et donc, à la fin, tu vois qu'on avait des centaines de business développeurs, mais 0 en interne. Et donc, je dirais que c'est une troisième leçon que je retiendrai pour gagner sa vie au premier jour, ce serait de dire, il faut trouver le moyen dès le départ d'avoir des gens qui vont vendre notre produit pour nous. Oui, avoir des prescripteurs, génial. Donc ça, c'est les débuts de Mime. Il fait chaud, hein. Ouais. Je suis pas bien. Donc comme tu dis, première année, 3 millions. Et puis après, hyper croissance, parce que 30 et 60 millions. Est-ce que quel a été l'impact de la crise sanitaire? Parce que du coup, ça nous ramène 2020, 2021, les 30 et 60 millions. Donc, j'ai envie de dire plutôt positif sur le papier. Ouais, en fait, effectivement, les usages ont bien changé pendant la crise sanitaire, donc elle nous a bien aidés. Je crois qu'on a multiplié par 3 pendant le premier confinement. Donc les usages ont changé parce qu'on est devenus tous plus digital, tu vois. Donc j'imagine que tous les créateurs de contenu ont surperformé, et tous ceux qui vendent des formations ont surperformé pendant cette période, donc nous aussi par définition. Ok. Donc plutôt une opportunité pour Il en faut bien, ouais. qui en est. Et est-ce qu'il y a des verticales qui sont sorties avec le temps? Parce qu'au début, donc, j'imagine qu'il y avait certaines verticales comme le coaching, les cuisiniers, qui sortaient. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus avec le temps, avec le développement? Alors, comme par exemple les contenus entre guillemets sexy, contenus adultes. En fait, notre première verticale, grosse verticale, c'était ça, influenceur, lifestyle, télé-réalité. Okay. C'est vraiment celle-là qui a cartonné dès le début. Et en fait, on a très vite l'effet boule de neige dont je te parlais qui prend. Et dans toutes les verticales qui se lancent, il y en a plein, on a effectivement l'émergence des créateurs de contenu sexy adultes. Donc juste un point d'histoire là-dessus, parce que c'est important, ça nous a bien aidé dans nos décisions. Après, je vous explique ce qu'on a fait avec ça. Dans l'histoire des marchés, c'est souvent les créateurs, le marché adulte, qui comprend plus vite que les autres comment ils vont gagner de l'argent. C'était le cas avec le Minitel. C'était le cas avec les hébergements de vidéos en ligne avec Dailymotion au début, Instagram au début, Twitch, enfin bon, etc., okay. etc. Je ne parle même pas de Twitter. Et donc, quand ça t'arrive, ça nous est arrivé, parce que ça n'a pas manqué, le marché des créateurs de contenu aussi, tu as 2 choix historiquement. Premier choix, tu dis je vais faire comme Insta aujourd'hui. C'est-à-dire je vais dire j'aime bien ces contenus, mais pas trop, et je vais les cacher. Deuxième, c'est de dire je vais faire plutôt comme Twitter, free speech pour tout le monde. On ne contrôle pas les contenus qui sont sur notre plateforme et on contrôle encore moins l'accès à ces contenus. Nous, en fait, on s'est positionné entre ces 2 mondes-là. C'est-à-dire, comme avec Pierre, on a voulu faire dès le départ une plateforme sociale et responsable. On a dit, on va les accepter, mais on va encadrer l'accès à ces créateurs de contenu. D'accord. Et concrètement, ça consiste à quoi, cet encadrement? C'est hyper sécurisé, vu que c'est privé. Ouais, en fait, on a mis en place une plateforme et un écosystème de sécurité qui peut paraître un peu, je vais citer 2-3 trucs, mais qui peut paraître un peu bateau, mais qui est en fait unique. Première chose, on a protégé l'accès à ces créateurs de contenu. Si tu veux t'abonner à un compte qu'on a classifié adulte chez nous, tu dois passer une reconnaissance faciale. C'est une techno londonienne qui est canon, qui s'appelle Yoti, qui va analyser tes traits, tes yeux, ton visage, et qui va nous donner ton âge. Et là, on décide de te laisser passer ou non si tu es mineur ou majeur. 2, tous les créateurs de contenu qui sont chez nous sont certifiés. Tous. Tu passes une certification en mettant ta pièce d'identité, ton numéro de mobile, ton adresse, ton IBAN. Et nous, ça nous permet déjà de désanonymiser tout le monde. Personne n'est anonyme chez nous. Et surtout de les classifier. 3, prémodération de l'ensemble des contenus, c'est super important. En fait, la chance qu'on a sur Mime, c'est que comme ce sont uniquement les créateurs de contenu qui peuvent poster, donc nos fameux 350 000, 10% d'actifs, on a ce qui est énorme, mais vis-à-vis de Facebook, Insta, on a beaucoup moins
de mecs qui vont poster sur notre plateforme. Parce que ce ne sont pas les utilisateurs qui postent, ils ne peuvent pas. Et donc, ça nous permet en fait de modérer, de pré-modérer l'ensemble des contenus. D'accord ? Que ce soit avec l'intelligence artificielle ou avec des agents chez nous dans notre équipe. Et ça change tout. Donc, on a décidé en fait d'accepter ces contenus, de dire on peut accepter l'ensemble des contenus sur notre plateforme tant qu'ils restent dans le cadre de la loi, mais on va mettre en place, nous, un cadre pour accéder à ces contenus. C'est marrant, il y a un certain Elon qui veut racheter le petit oiseau bleu qui a exactement le même discours en ce moment. Ok. Très clair, merci pour les précisions. Donc voilà, donc des nouvelles verticales qui se créent. Je crois qu'aussi en termes d'équipe, en 2021, vous faites un choix avec Pierre qui va vous changer votre quotidien et du face-to-face. C'est vous décidez de recruter plusieurs personnes, dont 15 personnes, je crois, dont un CTO et un CMO. Concrètement, pourquoi cette décision est à ce stade et qu'est-ce que ça a changé dans votre organisation de tous les jours? Beaucoup de choses. En fait, on se rend compte avec Pierre au bout de 2 ans que, en ayant externalisé la majorité de nos postes, on n'avance pas assez vite. Donc on a mis en place les premières pierres, mais on n'avance plus assez vite. Et donc on décide en fait d'intégrer plusieurs profils. On commence par le produit, puis un CTO qui va venir accompagner notre croissance et puis remettre la main sur notre produit. Mais effectivement, tu le disais, on est obligé de revoir notre orga, parce que nous on était 2, c'était super simple, c'était très léger. Et on ne voulait pas rentrer dans des réunions à longueur de journée, des process ultra lourds. Et donc, en fait, on décide de recruter un premier niveau de talents qui sont un CMO en marketing, donc un CDO en design, un CCO en customer. Et ça, tous ces gens forment notre copil. Et avec eux, on met en place la vision de demain pour être prêt à, dès qu'on veut, appuyer sur l'accélérateur en termes de recrutement, qu'on y aille. Et en fait, on avait l'avantage d'avoir gagné notre vie au premier jour avec Pierre. Ce qui fait qu'on avait les capacités financières de pouvoir débloquer des budgets plus chers que le prix du marché. Ce qui fait qu'on a recruté que des génies. Okay. Vaut mieux bien s'entourer. Et c'est ça, c'est la première pierre, la plus importante, les premiers recrutements. Ça, c'est pas trop dur justement de recruter des génies, parce qu'on voit que c'est moi qui suis... Notre CTO a 25 ans. C'est moi qui suis à ce stade où, voilà, où on cherche à recruter, surtout dans l'Ivertech. Je vois la complexité que c'est de recruter, parce qu'il y a tellement d'offres et peu de demandes. Je me demande, vous êtes passé par quoi? C'est quoi? C'est du bouche à oreille? Si vous êtes allé démarcher des gens en leur proposant des gros salaires, par exemple? C'est en partie, mais alors nous, on a fait le choix de passer par des chasseurs. D'accord. Et en fait, si tu veux, nous, on a une éducation avec notre produit, avec Pierre, qui est de dire on sous-traite. Donc, on veut rester focus sur notre produit, donc on se fait aider. Et donc dans ce cas-là aussi, ça a fonctionné. On a pris effectivement des chasseurs qui sont venus nous aider. Mais on a mis en place un truc un peu peut-être spécial, je ne sais pas, mais qui est de dire que le team fit vraiment est au centre de tout. C'est pour ça qu'on a un CTO de 25 ans, mais c'est un génie. Je ne dis pas ça pour le faire plaisir, il n'est pas là de toute façon. Okay. En termes de locaux, du coup, ça change ce que vous passez face-to-face. Déjà, est-ce que vous aviez des bureaux ou pas? Ou c'était que du télétravail déjà dès le départ, tous les deux? Parce que sachant que Pierre était à Paris au départ avec son agence. Et derrière, est-ce que vous avez pris des locaux? Où ça? Alors Pierre, effectivement, était à Paris, toujours à Paris. Moi, je suis toujours à Lyon. On a gardé notre siège à Lyon, mais on a décidé de recruter notre équipe à Paris. Okay. Peut-être une question de simplicité pour recruter des devs, t'en parlais. Ouais. Malheureusement, c'est encore plus facile quand tu es à Paris. Donc pour l'instant, effectivement, enfin pour l'instant, on a notre équipe à Paris. Okay. Du coup, là, on a vu que si on refait l'histoire, du coup, Mime s'est autofinancé, a été rentable dès le premier jour. Du coup, quelle vision, toi, t'as, avec du recul maintenant, parce que ça fait 3 ans, quelle vision tu as sur la levée de fonds? Voilà. Et est-ce que dans l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait être une question pour vous ou pas? Effectivement, on pourrait se dire, avec Pierre, on fait 100 millions, on est 2 associés, la vie est belle, on a de quoi payer notre équipe, on pourrait rester comme ça. Et en fait, on est dans un écosystème un peu particulier, puisque tu as Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, qui sont capables de débourser des millions pour pouvoir faire venir des créateurs de contenu chez eux. Les créateurs de contenu, c'est le nerf de la guerre. Ouais, bien sûr.
Et donc, à titre d'exemple, Facebook, c'est $1 milliard par an leur budget pour faire venir des créateurs. Tu vois, donc on se rend compte que effectivement, notre boîte a beau bien marcher, si on veut avoir les mêmes moyens qu'eux et pouvoir rivaliser, on n'a pas le choix que de lever des fonds. Et c'est pour ça que cette année, on va certainement lancer notre levée, plus que certains d'ailleurs. Et puis il y a un point aussi important, c'est qu'on aimerait aller plus vite en recrutement, on aimerait aller plus vite dans le développement de d'autres produits. Et puis petit point que j'oublie, mais qui est peut-être pas négligeable, c'est qu'on aimerait attaquer le marché américain. Et donc on a besoin effectivement de se faire accompagner financièrement pour pouvoir avoir les mêmes armes que tous ces gens-là. Donc oui, c'est prévu cette année. Okay. Et, mais au départ, c'était pas du tout une question, parce qu'il y a plein de business justement qui se lèvent et qui arrivent à lever sur des slides, donc pas trop en France, mais aux États-Unis par exemple, et qui, vous, au bout de la première année, tu aurais pu te dire, bah, on fait 3 millions à 2, on va aller faire une early stage, voilà. Donc c'est quelque chose que tu l'imagines maintenant parce que tu veux attaquer le marché américain et qu'il te faut, j'imagine, beaucoup de moyens, mais dès le départ, pas forcément, non? Non, en fait, effectivement. Alors, nous, on a eu une approche un peu old school, puisqu'on s'est dit, on va d'abord montrer qu'on sait gagner notre vie, que notre produit marche, et après, on va lever des fonds. C'est vrai que là, aujourd'hui, les startups, c'est plutôt, tu as une idée, un MVP, tu lèves tout de suite. Ouais. Nous, c'est plus old school, parce qu'en fait, ça ressemble exactement à une entrée en bourse. Tu prouves que ton produit marche, tu gagnes ta vie, et après, tu vas vendre des actions pour pouvoir avoir un levier financier. Ok. Du coup, maintenant que vous êtes en hyper-croissance, tu dis une levée. Du coup, ton futur idéal avec Mime, tu le vois comment? Tu le vois à Paris avec 200 personnes tu veux de l'eau? Je veux bien. Merci. À Paris avec 300 personnes ou à l'étranger d'ailleurs, parce que tu peux te dire pourquoi pas partir à l'étranger, ou tu veux rester en France Non, en fait, on sait comme notre ligne de mire, c'est quand même le marché américain, on sait qu'on n'a pas d'expérience dans ce sujet. Je t'ai raconté ma petite histoire. Mais on sait qu'on va devoir effectivement avoir une team à un moment là-bas, notamment des mecs qui vont gérer les stars. Tu sais, les stars, en plus, les stars, les influenceurs, il faut savoir les gérer. Donc, on sait qu'on va avoir une team là-bas. Maintenant, le cœur de notre team va rester à Paris. Ok. Et tu me disais, parce que c'est drôle, ton parcours, parce que vous ne le savez peut-être pas, on est à Lyon aujourd'hui, mais Gaspard est stéphanois. Voilà. On avait dit cool, l'interview. On avait dit cool. Et non, mais moi, je suis et Pierre, mon associé, est au 2e rang et aussi stéphanois. Voilà. Donc des Stéphanois à Lyon, c'est beau ça. Non, moi, je suis assez admiratif du parcours. Je trouve qu'en plus, votre vision, elle est assez claire. Moi, j'ai été surpris quand tu me dis payer des influenceurs. Donc, c'est un monde que je connaissais pas. J'imaginais pas des Instagram aller payer des créateurs de contenu. Qui t'admire aujourd'hui? Qui est-ce que tu admires, toi? Toi. Non, moi, je suis plus les sportifs. Voilà. Moi, je suis assez. Comme sportif. Je suis les footballeurs, tennisman. Donc, t'aimes Neymar? J'aime pas forcément Neymar, mais j'aime. Un Lyonnais, je connais pas trop les Lyonnais. Non, mais comme tennisman, je suis un fan de Rafael Nadal, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelqu'un certainement qui t'inspire? Oui. Donc, en fait, moi, j'étais pas client de mon propre produit au début. Quand tu me parlais d'influenceurs, ça me faisait pas rêver, tu vois. Simplement, je me suis mis à la place de ces gens qui sont fans d'une personne, tu vois. Et tu serais peut-être capable de payer pour écouter l'histoire d'Elon Musk en private. Oui. Tu serais peut-être payé pour une formation. Tu serais peut-être prêt à payer pour un cours de yoga parce que tu adores ça. Je le sais, Rémi, tu me l'as dit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, chacun a... Sur la promesse de Mime, c'est de dire, tu es fan de quelqu'un, tu veux te divertir, ou tu veux apprendre quelque chose, tu vas pouvoir trouver sur Mime un créateur qui va te proposer ses contenus que tu recherches. Mais tu vas devoir payer pour ça. Okay. Je ne l'ai pas dit effectivement, mais on s'abonne à un créateur. Je ne sais pas si je l'ai dit. Tu t'abonnes à un créateur et pas à la plateforme. Donc si tu veux t'abonner à Jean-Claude Van Damme et à Nadal, tu prendras 2 abonnements. Le deuxième n'est pas sur la plateforme encore, je précise.
Ça t'arrive, ça, qu'il y ait plusieurs gens qui viennent, Bien sûr. et une personne vient, s'abonne à Bien sûr. un créateur de contenu et va en trouver d'autres sur Mime et du coup va. Bien sûr. Bien sûr, et c'est d'ailleurs notre enjeu, si tu veux. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils sont chez nous, on en a 9 millions aujourd'hui, c'est d'arriver à leur pousser d'autres profils. Donc tu t'abonnes à un créateur et le prix varie. C'est le créateur qui va choisir quel est le prix pour s'abonner à son profil. D'accord. Et du coup, pour revenir sur Rafael Nadal, par exemple, Instagram va le payer pour poster des contenus sur Instagram. Il va certainement le payer pour le faire venir Pour le faire venir, d'accord. sur Instagram. Okay. En fait, prends plutôt le cas de TikTok qui est un peu plus récent. Mais ça a Mm. été exactement ça, leur stratégie d'acquisition. Tu vois, Ça. on débourse des millions pour faire venir Nadal, etc., etc., etc. C'est comme ça que tu lances la boule de neige. Okay. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut vraiment faire cette levée, parce qu'en fait, on n'a pas le choix dans l'environnement dans lequel on veut se positionner. Et si on veut avoir une place, tu vois, le marché des créateurs de contenu, il est colossal. C'est 100 milliards de dollars l'année dernière, cette année peut-être. À titre d'exemple, pour que tu aies un élément de comparaison, le marché de la musique, qui est énorme, c'est 50 milliards de dollars. Ouais. La moitié. Donc les créateurs de contenu. Ouais, c'est immense. Je peux poser la question, parce qu'il y a peut-être des influenceurs qui sont présents dans la salle. On en discute après, si vous voulez. Ouais, Être bordé. Le revenu moyen que peut se faire actuellement un créateur de contenu sur Mime, ça tourne autour de combien? En fait, ça va dépendre un peu de ta communauté. Si tu veux, sur Mime, le créateur a un vrai funnel comme une start-up. C'est-à-dire que, je te parlais des outils marketing, etc. Il a un vrai funnel de boutique. On lui propose tous ces outils. Et en fait, il a ses réseaux sociaux pour générer du trafic, faire de la notoriété. Et il a Mime pour générer de l'argent. Et donc, en fait, ça va dépendre effectivement de sa communauté, parce que la plupart des gens qui se lancent chez nous ont déjà une communauté ailleurs. Ils la font venir de Facebook, Insta, etc. Chez nous, ils la transforment de gratuite en payante. Okay. Et derrière, on en tire les fans les plus fidèles, en fait, quand il s'agit de personnes, de célébrités. Pour donner un chiffre, on peut être, si tu veux, les premiers revenus, c'est facilement 1 000 € par mois, mais très très facilement. Okay. Et puis, tu as les plus gros influenceurs qui peuvent gagner 150 000, 200 000 € par mois. Ouais. Sans devoir. Imagine, je te parlais du programme ambassadeur tout à l'heure, de celui qui gagnait 10% des revenus des créateurs qui faisaient venir, pardon. Ouais, via l'affiliation. Ouais. C'est colossal. Ouais, c'est énorme. C'est pour ça que la boule de neige a pris facilement. Ouais. Avec ce programme. Ouais, clairement, ouais, quand les fans deviennent prescripteurs. Et du coup, en termes de revenus, 1 000 €, ça me paraît énorme, parce que surtout, en fait, moi, je trouve qu'il y a un avantage qui est pas des moindres, c'est que les créateurs de contenu, comme tu disais avant, leur moyen de revenus, les influenceurs, c'était de faire des mises en avant de produits avec des marques. Post-sponsorisés. Ouais, donc ils devaient se renouveler tout le temps, etc. Et là, sous la forme d'abonnement, c'est quand même du revenu recurring. Donc ils ont juste à créer le contenu, et le contenu qui sont leur contenu à eux, qui leur correspondent au final. Donc je trouve que c'est un avantage hyper important par rapport aux autres réseaux sociaux. Ouais, l'enjeu chez nous, c'est de faire du contenu qui n'existe pas ailleurs. Non, ça n'a plus d'intérêt de payer. Tu vois. Mais oui, on se rend compte en fait que tous ces créateurs, ça leur permet de rajouter en fait Mime à leur arc, tu vois. Et je te dis, hein, tu as énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu qui ont arrêté tout le reste, qui ont arrêté les posts sponsorisés. Et c'est un peu nous notre souhait pour retrouver en fait de l'authenticité dans le contenu qu'on a totalement perdu. Ok. Et donc c'est vraiment des contenus qui sont exclusifs sur Mime pour leur communauté. Donc l'objectif à terme, c'est qu'ils arrêtent les autres réseaux sociaux, parce que pourquoi pas, ouais. Après, au début, c'est en partie, c'est leur funnel. Tu sais que les créateurs, ils gardent quand même leurs réseaux sociaux de manière générale. Tu le vois maintenant, ils ont tous un tas de réseaux sociaux, parce que les usages sont aussi différents en fonction des réseaux. Donc à la fin... Ouais, et en termes de contenu, de typologie de contenu, tu retrouves exactement la même chose? C'est quoi? C'est des lives, c'est des photos, c'est des stories, vous avez récupéré les classiques, j'ai envie de dire, du marché ou... On a commencé effectivement par les classiques. On a beaucoup d'idées. On a une roadmap qui est colossale. Je ne sais pas la tienne, mais la mienne, elle est fou. Elle tient sur 10 ans. Et on a commencé par les photos, les vidéos. Le but, c'est de pouvoir intégrer de l'audio.
Et derrière, sur les pay-per-view dont je te parlais, on a aussi de la vidéo ou photo, on a du live, on a des stories. Enfin, tu vois, on retrouve quand même les standards d'un réseau social. On se considère comme une plateforme sociale, mais on retrouve quand même les standards directement chez nous, de sorte que le créateur ne soit pas perdu. Ok. Si ce n'est qu'on lui rajoute vraiment une branche marketing colossale. Ouais, bien sûr. Ouais, ce que tu disais, au moment où il arrive, c'est lui, il peut aller, j'imagine, je sais pas, si on peut plugger toute sa communauté qu'il peut avoir sur Instagram, Twitter, et leur envoyer des messages en disant qu'ils sont sur Mime maintenant, des choses comme ça, quoi. Typiquement, tu vas sur Instagram, chez nous, on a les messages tout bêtes, des messages automatiques, des messages groupés. Tu peux en contacter toute ta base. Et nous, on a fait quelque chose qui a été un vrai vecteur business pour les créateurs de contenu chez nous, c'est qu'on capte les personnes qui sont inscrites sur notre plateforme et qui sont intéressées par un profil. Par exemple, toi, tu vas aller sur le profil de Nadal, tu vas l'ajouter dans ton... Tu vas commencer à t'abonner, on va capter que tu es intéressé par ce profil et on va donner cette data à Nadal. De sorte qu'il va être capable, sur la plateforme uniquement évidemment, de te contacter et de te proposer... Chine tout de suite. Hein. Voilà. Ouais. Je peux avoir un cours particulier par Nadal. Par exemple, en live. Ouais. Colossal. Et en termes de vertical, donc on a cité plusieurs. Les cuisiniers, les coachs. Est-ce qu'il y en a des spécifiques là où vous mettez le paquet parce que vous n'êtes pas encore dessus et vous vous dites là il y a un potentiel qui est énorme, il faut qu'on y aille, il faut qu'on teste, quitte à payer, comme tu disais, payer un influenceur au départ pour venir tester cette verticale-là? Alors là, on est vraiment sur le sujet. Nos targets, ça va être notamment les coachs sportifs, les formateurs. Okay. Les coachs sportifs, on en a encore peu, on en a quelques-uns, mais encore peu. Et c'est vraiment... Nous, on fonctionne par verticale, on a une stratégie d'acquisition par verticale, on définit des verticales, on sait qu'il nous faut 3 mois pour atteindre une verticale. Et donc, les coachs sportifs font partie de nos prios. Et ça, avec le Covid, ça a bien changé, parce qu'avant, c'était salle de sport, ça s'est digitalisé. Mais tu es obligé pour chaque verticale d'adapter un peu le produit, si tu veux, parce que un mec qui fait du live à longueur de journée, un gamer, si tu veux, il faut qu'on se rapproche de lui pour savoir quels sont ses enjeux, comment il va utiliser la plateforme. On a besoin de live, effectivement. Typiquement, chez nous, je te parlais de la sécurité tout à l'heure, on n'autorise pas les commentaires. Les interactions sont autorisées uniquement entre les créateurs de contenu et les fans, et les utilisateurs. Et donc, déjà, ça fait de nous une plateforme ultra sécure. En fait, on a une ambition, c'est d'être la plateforme sociale la plus sécure au monde. Et en fait, on l'est déjà parce qu'on a déjà la barrière de l'argent. On n'a pas les haters. Personne ne vient insulter un créateur pour qui vient de payer 10 €. J'ai perdu ta question initiale. Toi aussi. Oui, t'es vertical. Ouais. Tu disais le coaching. Pardon. Effectivement, le coaching, c'est une de nos grosses verticales qui va arriver. On a bien sûr toutes nos verticales historiques et la musique aussi. La musique, je te parlais de DJ, c'est vraiment quelque chose qu'on va pousser j'imagine bien, énormément là, dans les semaines à venir. Parce que pour eux, en l'occurrence, ils ont eu une grosse problématique, c'est le Covid. Et le Covid, ils ne pouvaient plus montrer sur scène. Effectivement faire leurs concerts, etc. Et donc, ils étaient à la recherche d'outils. Tu sais, il y a plein de choses qui ont été essayées pour faire des lives, des concerts en live. Il n'y avait jamais vraiment une techno qui a fonctionné. Et nous, le but, là, c'est de sortir du bois un petit peu dans les semaines qui arrivent. C'est avoir une exclue d'un DJ. Tu peux suivre un concert, effectivement. Tu peux suivre un concert et avoir un ticket qui soit gratuit, soit payant en fonction de ce que décide le créateur. Qui est réservé aux abonnés payants. C'est toujours comme ça. Toujours réservé aux abonnés. Okay. Et l'abonnement, moi, par exemple, je suis fan de Nadal. J'ai très envie de le suivre. Combien je dois payer pour suivre Nadal? C'est lui qui décide. Aujourd'hui, tu as une fourchette qui est entre 10 € et 100 € par mois hors taxe. Mais c'est lui qui va décider du prix. En fonction de la valeur, si tu veux, qu'il va apporter à son contenu. Si Nadal, il t'apporte uniquement des backstage de ses événements, de ses cours de tennis, etc., de ses matchs de tennis, il aura peut-être moins de valeur, il voudra tirer plus de monde, il mettra plutôt un prix à 10 € ou à 5 € par mois. Tu vois. Mais si tu as un coach sportif ou un formateur, lui, tu seras peut-être sur des prix un peu plus élevés. D'accord. Là, actuellement, sur la plateforme, ce serait variable ou Non, à peu près à 20 €. 20 €, la moyenne. La moyenne. Donc les gens sont quand même prêts à payer 20 € pour suivre... Tu serais prêt à payer pour Nadal, tu viens de me le dire. Oui, je serais prêt pour payer pour Nadal, effectivement. Non, mais c'est dur, c'est là où je trouve ça hyper novateur. Combien est-ce que tu penses que tu suis de personnes sur Insta?
En dehors de ton réseau d'amis. Je sais pas, parce que je scroll, donc j'ai envie de dire beaucoup, quoi. En fait, tu en as effectivement énormément. Donc, ce sont des personnes qui t'intéressent, qui t'inspirent. Tu as envie d'en savoir plus sur eux. Je te parlais de la verticale des influenceurs télé-réalité, en te disant que c'était la première verticale qui a marché chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fans de ces gens-là étaient capables de discuter avec eux. Et eux, pour une fois, répondaient parce qu'ils avaient un intérêt puisqu'ils étaient payés pour. Tu vois ? Donc finalement, est-ce que tu serais prêt à payer 10 € par mois pour pouvoir discuter avec Nadal ? Toi qui es fan de tennis. Oui, clairement, oui. Et quel est, c'est qui celui qui performe le plus chez vous ? Votre winner, celui qui a le plus de fans, et celui qui génère le plus de revenus via l'abonnement Historiquement, ça va être ces personnes-là, télé-réalité notamment, parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Mais ceux qui performent vraiment et qui vont performer demain, je te parlais des coachs, c'est pour ça qu'on active cette verticale. Parce qu'ils vont vraiment fonctionner. Après, c'est des échelles qui peuvent être un peu moins, dans le sens où tu es un coach, tu as 10 000 personnes sur Insta, tu vas pouvoir vraiment gagner rapidement ta vie, puisque tu as beaucoup plus de valeur dans le contenu. Un mec de télé-réalité, si tu veux, c'est vraiment les fans qui vont venir payer. Ouais, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. On parle pas de la même chose. Voilà. Donc ça va être ces verticales-là, les artistes aussi. C'est toutes celles-là qui cartonnent et qui vont cartonner encore plus demain. Notamment aux États-Unis. Hein. Eux, ils ont un marché colossal. Ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là. Et du coup, tu vas reproduire aux États-Unis ou en disant je vais m'attaquer à peu près à la même cible ? Au début, la première verticale qui a marché chez moi, je vais la reproduire là-bas. Ou tu vas arriver justement sur tes nouvelles verticales en disant je vais attaquer ces nouvelles verticales parce qu'elles marchent aussi bien en France. Comment tu reproduis exactement pareil ou t'adaptes j'imagine, en fonction du marché, mais... on attaque les verticales effectivement localisées d'abord, si tu veux. Donc on va attaquer, je te parlais des coachs, on va attaquer les coachs en France, et après on détermine des stratégies par pays aussi. Donc tu as raison, c'est 2 niveaux d'attaque, le niveau de vertical et le niveau du pays. Ok. Et tu as des idées sur les pays ? Ouais. En fait, on est aujourd'hui à 70% en France. Ok. Simplement, la vie de mime, elle vient de débuter en septembre quand on a recruté la première personne. Oui. On en parlait juste avant. C'est énorme, déjà 60 millions juste sur le marché français, je trouve. C'est pour ça qu'on est capable de faire quelque chose mondial avec ce produit, fait, tu vois. Et donc, d'ailleurs, quand tu es entrepreneur, tu te lances. Enfin, notre vision, si je devrais te dire notre vision sur les 5 années à venir. Quand tu es entrepreneur, tu lances une idée en te disant tu veux changer quelque chose, améliorer quelque chose, parfois changer le monde. En fait, avec Pierre, on pense qu'on peut changer vraiment quelque chose mondialement. Parce qu'on permet en fait à des créateurs de contenu de vivre de leur talent mais avec des revenus pérennes. Et ça change tout. Oui, tout à fait. C'est un beau leitmotiv, clairement. Je pense que... Ah, une question. Vous avez du contenu qui est payant à l'intérieur de votre site. Est-ce que vous avez développé une manière de la sécuriser ? Puisqu'une personne qui paye, une seule personne qui paye, peut la streamer ailleurs, sur un endroit public. Est-ce que vous avez développé quelque chose en interne ou des lois ou je ne sais pas ? La protection des contenus. Très bonne question, c'est un enjeu colossal pour nous. Très bonne question, pas qu'il y ait de la fuite. Ça, la réponse, elle est technique. Elle est uniquement technique. La protection sur l'enregistrement, malheureusement, on ne sera jamais capable à 100% de protéger ces contenus. Il suffit, toi, Rémi, de venir prendre avec ton téléphone et de faire une capture d'écran. Donc, notre enjeu, c'est de faire évoluer toujours ces protections avec les technos qui évoluent. Pour protéger, effectivement, parce que c'est le cœur de notre acteur, nos créateurs et les contenus. Donc effectivement, notre enjeu, c'est toujours de protéger ces contenus. Donc notre team est une team qui est spécialisée là-dessus. Et si demain Instagram lance son propre meme fan sur Instagram, est-ce que vous y avez sûrement pensé ? On y pense depuis le premier jour. Non, réellement, la vérité, c'est qu'on y pense depuis peu de temps, parce que c'est exactement le move qu'ils sont en train de prendre. Et en fait, tu as 2 choix, soit tu te dis c'est perdu d'avance, et je parlais de la levée de fonds, c'est pour... Attends, excusez-moi, je me fais attaquer. C'est pour avoir les mêmes armes qu'eux. Et
Et en fait, le deuxième point là-dessus, c'est que ça nous rassure dans le fait qu'on avait raison. C'est vrai que notre produit est bien dépensé. Puisque si tous ces mecs y vont, Twitter c'est la même chose, tout le monde y va. YouTube, ça fait un bon moment mais ça ne fonctionne pas bien. Voilà, donc ça nous a validé effectivement le marché. Donc maintenant, la levée effectivement est très importante pour nous cette année, pour pouvoir aller plus vite. Un gros challenge. Dernière question, puis après on est... Oui, moi j'ai une question parce que le titre de la conférence, c'est créer une entreprise autofinancée et rentable dès le premier jour. Si j'ai bien compris, il y avait 30 millions de chiffres et 40 millions distribués aux créateurs. Non, on a fait 60 millions l'année dernière. D'accord, donc il y a quand même 20 millions de... Voilà, absolument. Ok, bravo. Mais dans quelle mesure, du coup, l'entreprise est autofinancée, sachant que vous envisagez quand même une levée de fonds après? Donc à quoi sert les revenus maintenant? Je ne sais pas qui a choisi ce titre. C'est autofinancé dès le premier jour, en fait. Autofinancé dès le premier jour et jusqu'à présent. Mais peut-être que demain soir, effectivement, ça va changer. Je ne sais pas s'il y a des fonds dans la salle. Mais non, mais je comprends ta question, effectivement. Je pense qu'on avait tourné le... Je ne sais pas qui a fait ça. Non, mais c'est dès le premier jour. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu du capital dès le départ. Dès le premier jour, ça a été rentable. Ils sont autofinancés avec leurs revenus au fur et à mesure en étant qu'à deux. Ce qui est déjà pas mal, 3 millions en un an. Ouais, en fait, ça dépend du marché. Tu as vu l'écosystème dans lequel on est, ça ne nous permet pas de tenir. Faut aller vite. On est obligé d'aller beaucoup plus vite. Mais si on n'avait pas trop d'ambition, effectivement, je parlais du monde, c'est vraiment notre ambition. On pourrait se dire, on va laisser vivoter notre truc. Mais vraiment, et encore une fois, la question était super bonne. C'est qu'Insta, ils y vont tous. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on a déjà 3 ans d'existence. Donc, on a peut-être, sur certains points, un petit peu d'expérience qu'ils n'ont pas. Bon, ils vont aller très très vite pour le rattraper. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a un mec d'Insta ici. Non, mais c'est une bonne question. C'est vrai que... Ouais. C'est un scénario qui est envisagé de votre part, ou dans tous les cas, ça sera une levée de fonds? Non, la levée de fonds. La levée de fonds, c'est notre prio, bien sûr. Non, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire et ça nous intéresse. On est encore dans le bateau pour un petit moment. Si on en avait marre, s'il y avait que la verticale lifestyle, télé-réalité adulte qui marchait, si tu veux, on aurait abandonné depuis longtemps. Ça ne nous intéresse pas du tout. Non, on pensait qu'on pouvait faire vraiment quelque chose mondialement et sur toutes les verticales. Donc, la réponse, c'est effectivement la levée, c'est la bonne solution. Dernière question, là, parce qu'après on a dépassé, après on terminera au bar les questions. Dernière question, c'est plus par rapport à votre entrée du coup sur le marché américain. Aujourd'hui, vous avez un concurrent qui est présent et qui est, je pense, assez important et qui s'appelle OnlyFans, si je ne me trompe pas. Et ma question, c'est plus aujourd'hui, est-ce que votre produit est différenciable du leur? Et si oui, comment? Et quelle va être votre stratégie pour pénétrer le marché américain, étant donné qu'il, à mon avis, est déjà beaucoup présent, enfin OnlyFans est déjà beaucoup présent, je pense, sur ce marché-là. En fait, la problématique d'OnlyFans, c'est qu'ils sont uniquement sur l'adulte. Et je comprends pourquoi tu me poses la question. Les journalistes nous la posent tout le temps. Ça nous agace un peu, mais c'est évident. Tu vois, on se cache pas, tu vois, c'est pour ça qu'on en parle assez ouvertement. On fait pas les puritains, tu vois, c'est pas le sujet. En fait, notre vrai concurrent pour nous, c'est plutôt Patreon. C'est plutôt lui qui... Et on voit que ces mecs-là arrivent à lever des fonds, que ça intéresse beaucoup les Américains. Donc ça, encore une fois, ça nous conforte dans notre idée qu'il faut y aller. Sur l'approche, pour répondre un peu peut-être sur ta question, l'approche de Patreon est par réseau social comme nous on a. Tu vois. Après, sur la stratégie, on n'est pas du tout proche d'OnlyFans. Mais on a un produit peut-être un peu plus proche, tu as raison. Merci Gaspard. Merci Rémi, beaucoup à toi. Et je t'invite à aller boire un bière.